Entre 1847 et 1851, 9 propriétaires de plantations à travers le centre de l'Alabama furent retrouvés morts dans leur lit, présentant des blessures identiques. La trachée écrasée, aucun signe de lutte, et un détail unique qui terrorisa tous les esclavagistes de la région. Les portes de leurs chambres étaient verrouillées de l'intérieur. Les victimes possédaient au total plus de 400 personnes réduites en esclavage. Mais les enquêteurs découvrirent quelque chose d'étrange dans les registres de chaque domaine. Tous avaient récemment acheté ou échangé un ouvrier des champs d'une taille inhabituelle, dont le nom apparaissait simplement comme Jacob. Aucun nom de famille, aucun âge, juste Jacob. Et voici ce que les autorités ne consignèrent jamais dans leurs rapports officiels. 7 des 9 victimes avaient la langue sectionnée après la mort et placée dans leurs propres mains. Les 2 autres furent retrouvés avec la bouche bourrée de coton encore attachée à la capsule. Les journaux locaux parlèrent d'une épidémie d'apoplexie nocturne. Les planteurs, eux, savaient mieux. Ils savaient que quelqu'un venait les chercher, un par un, et qu'ils n'avaient aucun moyen de l'arrêter. Avant de poursuivre l'histoire de Big Jacob et de la terreur qui balaya le pays des plantations d'Alabama, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Appuyez sur le bouton « S'abonner » maintenant, car ce que vous allez entendre a été enterré dans des sous-sols de tribunaux et des archives familiales privées pendant plus de 170 ans. Et dites-moi d'où vous écoutez. Indiquez votre état ou votre ville dans les commentaires. Je suis curieux de voir jusqu'où cette histoire voyage. L'enquête sur ces morts impliquerait finalement 3 shérifs, 2 marshals fédéraux et plus de 60 vigilantes armées. Pourtant, aucune arrestation ne fut jamais effectuée. Ce qu'ils découvrirent à la place les força à affronter une vérité plus terrifiante que tout ce qu'ils avaient imaginé. Le comté de Lowndes, en Alabama, dans la décennie précédant la guerre de sécession, était un endroit où le coton était roi et où les êtres humains étaient une monnaie. La riche terre noire de la région produisait l'un des meilleurs cotons du Sud, et les hommes qui contrôlaient cette terre exerçaient un pouvoir qui dépassait largement les limites de leur propriété. Ils siégeaient dans les assemblées législatives de l'État. Ils contrôlaient les tribunaux de comté, et ils décidaient qui vivait et qui mourait avec une désinvolture qui choquerait même l'observateur le plus endurci aujourd'hui. La ceinture de plantation qui s'étendait de Montgomery à Selma était parsemée de vastes domaines, chacun étant un petit royaume en soi. Des hommes comme Cornelius Vaughn, Thaddeus Reinhardt et Josiah Grantham possédaient non seulement des terres et des esclaves, mais aussi l'infrastructure même de la région. Ils finançaient les chemins de fer, ils possédaient les égreneuses de coton, ils détenaient des hypothèques sur de plus petites fermes et pouvaient ruiner un homme par un simple mot adressé au bon banquier de Mobile. Mais à l'été 1847, quelque chose changea dans le comté de Lowndes. Un homme grand, impossiblement grand selon les standards de l'époque, commença à apparaître dans les ventes aux enchères d'esclaves et les transactions privées de toute la région. L'homme mesurait entre 2,06 mètres et 2,18 mètres selon les témoignages, avec des épaules si larges qu'il devait se tourner de côté pour passer les encadrements de porte-standard. Sa peau était décrite dans les documents de vente comme d'un acajou sombre. On disait que ses mains étaient de la taille d'assiette, et ses yeux, ce détail apparaît dans presque toutes les descriptions, étaient d'un gris pâle, un trait inhabituel, qui le rendait immédiatement reconnaissable. Son nom, selon l'acte de vente d'une maison de vente de Savannah daté du 12 juin 1847, était Jacob, sans nom de famille. Le document estimait son âge à environ 28 ans, bien que le commissaire-priseur notât qu'il s'agissait d'une estimation, l'homme lui-même refusant de parler. Le mot « muet » apparaissait en marge du registre de vente, souligné 2 fois. L'acheteur était un homme nommé Cornelius Vaughn, propriétaire de la plantation Sweet Gum, un domaine de 2000 acres situé à 19 km au sud de Hayneville. Vaughn paya $850 pour Jacob, presque le double du prix habituel d'un ouvrier des champs en pleine force de l'âge, mais il considérait cela comme un investissement judicieux. Un homme de la taille de Jacob pouvait faire le travail de 2 hommes ordinaires, et son mutisme était vu comme une qualité plutôt qu'un défaut. Un esclave qui ne pouvait pas parler, ne pouvait pas organiser, ne pouvait pas répandre le mécontentement, ne pouvait pas témoigner contre son maître de manière significative. Vaughan ramena Jacob à Sweet Gum enchaîné, bien que des récits contemporains suggèrent que les chaînes étaient davantage pour l'apparence que par nécessité. Jacob marchait avec un calme étrange, sa masse imposante se déplaçant avec une grâce en contradiction avec sa taille. Les autres esclaves de Sweet Gum, 93 hommes,
femmes et enfants, selon l'inventaire de 1847, observèrent son arrivée avec un mélange de peur et de fascination. Ce que Vaughan ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est que Jacob avait été vendu 6 fois au cours des 14 mois précédents. À chaque fois, il avait été acheté par un riche planteur, et à chaque fois, il avait été revendu en quelques semaines, parfois en quelques jours. Et à chaque fois, le vendeur n'était pas l'acheteur d'origine, mais la veuve de l'homme ou les membres survivants de sa famille. Le schéma était visible dans les archives, évident, mais dispersé à travers 3 États et une douzaine de maisons de vente. Personne n'avait pris la peine de relier les points. Personne ne s'était demandé pourquoi un ouvrier des champs en pleine force de l'âge revenait sans cesse sur le marché. Personne ne s'était interrogé sur ce qui était arrivé aux hommes qui l'avaient acheté. La plantation Sweet Gum, en 1847, était l'un des joyaux du comté de Lowndes. La maison principale était un chef-d'œuvre de style néo-grec avec 6 colonnes sur le portique avant, construite en briques cuites sur la propriété même. Cornelius Vaughan y vivait avec son épouse Margaret, leurs 4 enfants et la mère âgée de Margaret. La famille employait 3 contremaîtres blancs, 2 domestiques esclavisés à la peau claire, et maintenait une main-d'œuvre des champs divisée en 3 équipes selon leur capacité physique. Vaughan avait 52 ans, un planteur de 2e génération dont le père avait quitté la Caroline du Sud pour l'Alabama en 1818. Il était connu dans tout le comté comme un maître sévère, mais généralement juste, selon les standards de l'époque, c'est-à-dire qu'il utilisait le fouet moins souvent que certains, mais l'utilisait néanmoins. Il assistait à l'église méthodiste de Hayneville chaque dimanche, siégeait au conseil des commissaires du comté et avait été élu à 2 reprises pour représenter le comté de Lowndes à l'Assemblée législative de l'État. Mais Vaughan avait une réputation parmi la population réduite en esclavage qui allait bien au-delà de ce que la population blanche savait. Il était connu comme un briseur d'esprit, un homme qui prenait un plaisir particulier à écraser la volonté des esclaves, montrant des signes d'indépendance ou de fierté. Il ne vendait jamais les familles ensemble s'il pouvait l'éviter. Séparer les mères de leurs enfants, les maris de leurs femmes était, selon lui, le moyen le plus efficace d'empêcher les liens et les rébellions potentielles. Jacob fut affecté à la première équipe, les ouvriers des champs les plus robustes, qui travaillaient avant l'aube jusqu'après la tombée de la nuit pendant la saison du coton. Sa première semaine à Sweet Gum, il cueillit plus de coton que 3 hommes réunis. La 2e semaine, le contremaître, un homme nommé Randall Peake, fit l'erreur de croire que le silence de Jacob signifiait soumission. Peake frappa Jacob dans le dos avec une canne de carrier pour avoir été trop lent pendant une pause d'eau. C'était une punition routinière, infligée des dizaines de fois par jour, sur des milliers de plantations. Mais Jacob fit quelque chose d'inhabituel. Il s'arrêta complètement. Il ne cria pas. Il ne le pouvait pas, étant muet. Mais il tourna lentement la tête et regarda Peake droit dans les yeux avec ce regard gris pâle étrange. Le regard dura peut-être 3 secondes. Puis Jacob reprit le travail. Peake dira plus tard qu'il ressentit quelque chose à ce moment-là, quelque chose qui lui retourna les entrailles. Il ne frappa plus jamais Jacob. Les autres esclaves commencèrent à remarquer des choses à propos de Jacob. Il ne mangeait jamais avec les autres. Il prenait sa ration de semoule de maïs et de porc salé et disparaissait dans les bois à la lisière de la plantation pendant 1 heure chaque soir, ne revenant qu'à la nuit tombée. Certaines femmes plus âgées murmuraient qu'il priait. D'autres disaient qu'il préparait quelque chose. Quelques-unes suggéraient, à voix à peine audible, qu'il se souvenait. Dans la nuit du 3 septembre 1847, exactement 83 jours après l'arrivée de Jacob à Sweet Gum, Cornelius Vaughan se coucha à son heure habituelle, à 22 heures. Son épouse Margaret s'était retirée plus tôt, se plaignant d'un mal de tête. La maison était silencieuse. Les enfants dormaient dans leurs chambres au 2e étage. La belle-mère âgée ronflait doucement dans sa chambre du rez-de-chaussée. Le lendemain matin, à 6 heures, Margaret Vaughan découvrit son mari mort dans leur lit. La scène qui s'offrit à elle ce matin de septembre resterait gravée dans sa mémoire, jusqu'à sa propre mort, 40 ans plus tard. Son mari était allongé sur le dos, dans leur lit à baldaquin, les yeux ouverts et exorbités, le visage d'une couleur gris violacé qu'elle prit d'abord pour une ombre. Sa bouche était grande ouverte, comme s'il avait tenté de crier, mais sa langue avait disparu, sectionnée nette à la racine. La langue elle-même avait été placée soigneusement dans sa main droite, positionnée sur sa poitrine. Mais c'était sa gorge qui racontait la véritable histoire. La peau était intacte,
mais les dégâts internes étaient catastrophiques. Le médecin du comté, qui examina le corps 3 heures plus tard, écrivit dans son rapport que l'os hyoïde était écrasé. Le cartilage thyroïde était brisé et le larynx comprimé à un point tel qu'il était presque aplati contre la colonne vertébrale. Le médecin estima que la pression nécessaire pour infliger de telles blessures était énorme, bien au-delà de ce qu'un homme normal pouvait exercer avec ses mains. La porte de la chambre était verrouillée de l'intérieur. La clé était encore dans la serrure. Les fenêtres étaient verrouillées. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun meuble renversé, aucune indication que Vaughn se soit défendu contre son agresseur. Les draps du lit étaient à peine froissés. Le détail le plus troublant de tous était le coton. Dispersé sur l'oreiller près de la tête de Vaughn, se trouvaient 7 capsules de coton encore attachées à des fragments de tiges et de feuilles. Elles avaient été placées là délibérément, disposées en demi-cercle autour de l'endroit où sa tête reposait. Le coton ne provenait pas de l'intérieur de la maison. Margaret ne conservait jamais de coton brut dans la résidence principale. Quelqu'un l'avait apporté de l'extérieur. L'enquête qui suivit fut, au mieux, expéditive. Le shérif Thomas Braddock arriva à Sweet Gum en milieu de matinée avec 2 adjoints. Ils interrogèrent la famille, les contremaîtres blancs et quelques esclaves domestiques. Tous racontèrent la même chose. Ils n'avaient rien entendu pendant la nuit. Aucun cri, aucun bruit de lutte, aucune porte s'ouvrant ou se fermant. La maison était restée silencieuse. La théorie de travail de Braddock, qu'il partagea avec la famille Vaughn dès cet après-midi-là, était que Cornelius avait subi une sorte de crise d'apoplexie, une attaque soudaine qui l'aurait poussé à se mordre lui-même la langue et à endommager sa propre gorge à travers des convulsions violentes. Le raisonnement était fragile, mais il permettait à chacun d'éviter d'envisager l'alternative, qu'une personne ait pénétré dans une chambre verrouillée et assassiné l'un des hommes les plus puissants du comté sans faire le moindre bruit. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard. La moitié du comté y assista, y compris tous les grands propriétaires de plantations dans un rayon de 30 kilomètres. Comme le voulait la coutume, les esclaves de Sweet Gum furent contraints de se ranger le long de la route au passage du cortège funèbre, la tête inclinée dans une démonstration de chagrin que peu ressentaient réellement. Jacob se tenait à l'arrière du groupe, sa tête à la même hauteur que celle des autres malgré plusieurs mètres de distance entre eux. Il ne baissa pas la tête. Il regarda passer le cercueil avec ses yeux gris pâles, le visage impassible, ses mains massives pendant librement le long de son corps. 3 semaines après la mort de Cornelius Vaughn, Margaret Vaughn vendit Jacob à un planteur nommé Thaddeus Reinhardt, propriétaire d'un domaine de 1500 acres appelé Fairhope Plantation, dans le comté de Montgomery, à environ 50 km à l'est de Sweet Gum. Le prix de vente fut de $600, une perte considérable par rapport à l'investissement initial, mais Margaret voulait se débarrasser du géant muet. Plusieurs ouvriers des champs avaient commencé à murmurer que Jacob était d'une manière ou d'une autre responsable de la mort de son mari, bien qu'aucun ne puisse expliquer comment ni pourquoi. Ces chuchotements la mettaient mal à l'aise. Reinhardt, lui, était ravi de l'achat. Il avait entendu parler de l'esclave gigantesque capable de cueillir le coton comme une machine, et $600 lui semblaient une aubaine. Il mit Jacob immédiatement au travail dans ses champs, où l'homme prouva une fois de plus sa valeur en surpassant tous les autres esclaves de la plantation. Reinhardt avait 60 ans, était veuf et père de 3 fils adultes, qui géraient différents aspects des opérations de la plantation. Il était connu comme un maître cruel, prompt à manier le fouet, et encore plus prompt à punir. Les esclaves qui lui déplaisaient pouvaient voir leur ration réduite de moitié pendant 1 semaine, être contraints de travailler entravés par des fers, ou être privés de leur unique jour de repos, le dimanche. Jacob travaillait sans se plaindre, son silence faisant de lui la cible idéale de la cruauté de Reinhardt. Le vieil homme semblait prendre plaisir à ordonner au géant d'accomplir des tâches humiliantes, le forcer à s'agenouiller pour recevoir des instructions, l'obliger à baisser la tête en présence de visiteurs blancs, le frapper au visage pour des offenses imaginaires. Le soir du 27 octobre 1847, Thaddeus Reinhardt se coucha seul dans sa chambre du 2e étage de la maison principale de Fairhope. Ses fils vivaient dans des cottages séparés sur la propriété, chacun gérant sa propre section de la plantation. La maison principale, à part Reinhardt lui-même, n'était occupée que par 2 esclaves domestiques âgés qui dormaient dans un appentis attenant au bâtiment de la cuisine, séparé de la structure principale. Le lendemain matin, le corps de Reinhardt fut découvert par l'un de ses fils,
venus à la maison principale pour le petit déjeuner. La scène était identique à celle trouvée à Sweet Gum Plantation. Gorge écrasée, aucun signe de lutte, porte verrouillée de l'intérieur. Mais cette fois, il n'y avait pas de langue sectionnée. À la place, la bouche de Reinhardt avait été bourrée de coton brut, à tel point que ses joues étaient gonflées, et que sa mâchoire avait été forcée à rester grande ouverte. Des fibres de coton furent retrouvées profondément dans sa gorge, bien que le médecin qui examina le corps confirma que l'asphyxie n'était pas la cause de la mort. La gorge avait été écrasée en premier. Le coton avait été ajouté après. Cette fois, la nouvelle se propagea plus rapidement. En quelques jours, chaque planteur du centre de l'Alabama avait entendu parler des 2 morts et de leur ressemblance troublante. Le shérif Braddock se rendit personnellement à Fairhope pour enquêter, et c'est au cours de cette investigation que quelqu'un établit enfin le lien qui aurait dû être évident dès le départ. Les 2 hommes avaient possédé un esclave nommé Jacob. Les 2 étaient morts quelques semaines après l'avoir acquis, et selon l'acte de vente retrouvé dans le bureau de Reinhardt, Jacob avait été acheté à la veuve de Cornelius Vaughn. Braddock ordonna immédiatement que Jacob soit retrouvé et interrogé. Mais lorsque le contremaître se rendit au quartier des esclaves ce soir-là pour récupérer le géant muet, Jacob avait disparu. Son espace de couchage, une paillasse grossière dans un coin d'une cabane qu'il partageait avec 8 autres hommes, était vide. Personne ne l'avait vu partir. Personne ne l'avait entendu. Il s'était simplement volatilisé entre le coucher du soleil et la tombée complète de la nuit. Une équipe de recherche fut organisée sur le champ. 20 hommes armés à cheval, accompagnés de chiens empruntés à une plantation voisine, fouillèrent les bois et les champs autour de Fairhope pendant 3 jours. Ils ne trouvèrent rien. Aucune trace, aucun indice, aucun signe indiquant la direction prise par Jacob. Mais Braddock était un homme méticuleux, et quelque chose dans cette affaire le hantait. Si Jacob était le meurtrier, et les preuves circonstancielles allèrent clairement dans ce sens, alors pourquoi avait-il été vendu au départ? Pourquoi la veuve Vaughn avait-elle laissé un assassin lui échapper? Braddock commença à fouiller l'histoire de Jacob, demandant des informations aux maisons de vente aux enchères et aux registres de plantation à travers la Géorgie, la Caroline du Sud et l'Alabama. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Jacob avait été vendu 9 fois au cours des 18 mois précédents, et dans 8 de ces 9 cas, l'acheteur était mort dans les 12 semaines suivant l'achat. La seule exception était un petit fermier de Géorgie qui avait acheté Jacob, mais l'avait revendu 2 semaines plus tard, affirmant que l'esclave le mettait mal à l'aise. Ce fermier était toujours en vie. 8 hommes morts, 8 causes de décès identiques, bien que dispersées sur une zone si vaste que personne n'avait fait le lien auparavant. 8 chambres verrouillées, 8 gorges écrasées, et dans 7 de ces 8 cas, une forme de mutilation impliquant la langue ou la bouche. Braddock rassembla ses conclusions dans un rapport qu'il envoya au bureau du gouverneur à Montgomery, exhortant à une action immédiate. Il y décrivait Jacob en détail, sa taille inhabituelle, ses yeux gris pâles, son silence absolu, et avertissait que l'homme se trouvait probablement encore en Alabama, et probablement encore en train de tuer. La réponse de Montgomery fut rapide et sans équivoque. Retrouvez Jacob et pendez-le, mais faites-le discrètement. La dernière chose dont l'Alabama avait besoin en 1847, alors que les tensions autour de l'esclavage atteignaient un point d'ébullition dans tout le pays, était un spectacle public d'un esclave ayant assassiné des hommes blancs et échappé à la justice. Cela enverrait le mauvais message à la population asservie. Cela effraierait les familles blanches. Cela, selon les mots d'un responsable de l'État, saperait l'ordre naturel. Ainsi, la chasse à Big Jacob, comme on avait commencé à l'appeler, fut menée avec le plus grand secret possible. Des récompenses furent affichées dans les palais de justice des comtés, mais pas dans les journaux. Des descriptions furent diffusées parmi les shérifs et les patrouilles d'esclaves, mais non publiées pour le grand public. Et les propriétaires de plantations du centre de l'Alabama commencèrent à prendre des précautions, verrouiller leurs portes de chambre, garder des pistolets chargés sur leur table de nuit, faire monter la garde à l'extérieur de leur chambre par leurs esclaves domestiques les plus dignes de confiance. Rien de tout cela n'allait compter. L'hiver 1847 fut l'un des plus froids dont l'Alabama se souvenait. Des tempêtes de verglas balayèrent la ceinture des plantations en décembre, recouvrant les champs de coton d'une couche cristalline qui les rendait presque beaux. Si l'on pouvait oublier la misère humaine ayant produit la récolte en dessous. Le travail ralentit jusqu'à presque s'arrêter.
Les esclaves se blottissaient dans leurs cabanes non chauffées, brûlant le peu de bois qu'ils pouvaient trouver pour ne pas mourir de froid. Et dans les maisons principales des grandes plantations, les familles blanches se rapprochèrent des cheminées, se demandant si le tueur silencieux rôdait quelque part dans l'obscurité glacée. 3 mois passèrent, sans autre mort. Le shérif Braddock commença à espérer que Jacob avait fui l'État ou était mort dans la nature sauvage. Il n'était pas rare que des esclaves en fuite périssent d'exposition ou de famine. Le territoire du Mississippi était impitoyable pour ceux qui ne connaissaient rien à la survie en milieu sauvage. Mais le 9 février 1848, un planteur nommé Josiah Grantham fut retrouvé mort dans son lit à Elmwood Plantation, dans le comté de Dallas. Même gorge écrasée, même porte verrouillée, même capsule de coton disposées autour de sa tête. Grantham possédait 112 esclaves, et parmi eux, selon son registre de propriété le plus récent, se trouvait un ouvrier des champs acquis seulement 6 semaines plus tôt, lors d'une vente privée. Le nom du vendeur était inscrit comme E. Reinhardt, l'un des fils de Thaddeus Reinhardt, liquidant les biens de son père défunt. Le nom de l'esclave était Jacob. Le schéma était désormais indéniable. Jacob ne fuyait pas, il circulait. Il se laissait volontairement vendre d'une plantation à une autre, et à chaque fois, il tuait son nouveau propriétaire avant de disparaître et de faire en sorte d'être vendu à nouveau. Comment il parvenait à organiser la logistique de ses ventes, comment il communiquait avec les vendeurs, comment il s'assurait d'aboutir dans des plantations précises demeurait un mystère, mais le fait lui-même était irréfutable. Ce que Braddock ne comprenait pas, ce qui le tenait éveillé tard dans la nuit, c'était la méthode. Comment Jacob entrait-il dans des chambres verrouillées? Comment tuait-il ces hommes sans les réveiller, sans provoquer de lutte ni de cris? Et surtout, pourquoi faisait-il cela? Quelle motivation pouvait pousser un homme à commettre des meurtres aussi calculés et méthodiques? La réponse à cette dernière question vint d'une source inattendue. Une femme esclave âgée nommée Bethany, qui vivait dans une petite plantation du comté de Perry. Bethany était connue dans toute la région comme guérisseuse et gardienne des histoires. Elle avait plus de 80 ans, un âge extraordinaire pour une personne réduite en esclavage à cette époque. Et elle était née en Afrique, amenée en Caroline du Sud, alors qu'elle était enfant à bord d'un navire négrier. Lorsque la nouvelle des meurtres atteignit le comté de Perry, Bethany demanda à parler au shérif local. C'était une requête inhabituelle. Les esclaves ne se portaient généralement pas volontaires pour fournir des informations aux autorités blanches, mais Bethany était respectée même par la population blanche, qui valorisait ses connaissances médicinales. Le shérif accepta de la rencontrer. Voici ce que Bethany lui raconta. Elle avait connu un homme correspondant à la description de Jacob 40 ans plus tôt, en Caroline du Sud. Il était alors un jeune garçon, peut-être âgé de 7 ou 8 ans, déjà d'une taille anormalement grande pour son âge. Sa mère avait été amenée d'Afrique de l'Ouest, d'une région où les populations étaient plus grandes que partout ailleurs sur le continent. Son père, selon Bethany, était le contremaître blanc de la plantation où il vivait, un homme brutal nommé Samuel Colton, qui prenait ce qu'il voulait des femmes esclaves, sans jamais s'en soucier. Le garçon, que Bethany se souvenait qu'on appelait Jacob avec un K, était muet de naissance, mais il n'était ni sourd, ni stupide. Il comprenait tout, il observait tout, et selon Bethany, il avait très tôt compris que son silence le rendait invisible aux yeux des Blancs. Il parlait librement devant lui, sans jamais imaginer qu'il retiendrait leurs paroles. Lorsque Jacob eut 10 ans, sa mère mourut dans des circonstances suspectes. On la retrouva un matin au bas de l'escalier menant de la maison du contremaître. Samuel Colton affirma qu'elle était tombée en lui apportant son petit déjeuner. Personne ne le crut, mais personne n'osa le contester. 3 jours plus tard, Samuel Colton fut retrouvé mort dans son lit. Sa gorge avait été écrasée, bien que personne ne puisse déterminer comment. Le garçon, Jacob, fut immédiatement vendu. Le propriétaire de la plantation ne voulait rien savoir de ce qu'il soupçonnait s'être produit. Bethany perdit ensuite la trace de Jacob. Mais au fil des années, elle avait entendu des rumeurs. Un esclave muet qui passait de plantation en plantation, semblant toujours arriver juste avant qu'une tragédie ne frappe. Certains pensaient qu'il était maudit. D'autres croyaient qu'il était un fantôme. Bethany pensait qu'il était autre chose, un homme qui avait appris à tuer et qui avait décidé d'utiliser ce savoir pour régler ses comptes. Le shérif Braddock écouta l'histoire de Bethany avec une horreur grandissante. Si elle disait vrai, alors Jacob n'agissait pas au hasard. Il ciblait un type précis d'hommes, des propriétaires de plantations, des contremaîtres,
des hommes détenant un pouvoir sur les personnes réduites en esclavage, des hommes qui, aux yeux de Jacob, méritaient de mourir. Mais cela n'expliquait toujours pas le comment. Comment un homme, même de la taille et de la force de Jacob, pouvait-il pénétrer dans une chambre verrouillée et tuer quelqu'un sans être détecté? La réponse à cette question vint d'un témoin inattendu, un garçon de 7 ans, nommé Thomas Grantham, fils de Josiah Grantham, récemment assassiné. Thomas faisait des cauchemars depuis la mort de son père. Des rêves terribles, peuplés d'ombres se mouvant dans l'obscurité, d'une présence immense et silencieuse se tenant au-dessus de son lit. Sa mère attribuait ses cauchemars au chagrin et au traumatisme. Mais un soir, environ 3 semaines après le meurtre, Thomas lui confia quelque chose qui lui glaça le sang. Il dit avoir vu l'esclave géant, celui qu'on appelait Jacob, dans le couloir devant la chambre de son père, la nuit du meurtre. Mais Jacob ne marchait pas dans le couloir. Il rampait au plafond. La mère du garçon rejeta immédiatement cette affirmation comme une pure invention, fruit de l'imagination terrifiée d'un enfant. Mais quelque chose la poussa à en parler au shérif lors de sa visite. Et quelque chose poussa Braddock à prendre ses paroles au sérieux. Il retourna à la plantation Elmwood et examina le couloir devant la chambre de Josiah Grantham avec un regard neuf. Les plafonds de la maison principale mesuraient près de 4 mètres de haut, construits dans le grand style du Sud. Le couloir était long et étroit, avec des portes s'ouvrant de chaque côté. En levant les yeux, Braddock remarqua quelque chose qu'il avait manqué lors de sa première inspection. Il y avait des marques sur les poutres du plafond, de légères indentations dans le bois, disposées à intervalles réguliers, comme si quelque chose de très lourd s'y était appuyé. Ces marques menèrent de l'escalier des domestiques, à l'extrémité du couloir, jusqu'à la porte de la chambre de Grantham. Braddock resta longtemps immobile dans ce couloir, tentant de donner un sens à ce qu'il voyait. Puis il se rendit à l'escalier des domestiques et leva les yeux. L'escalier était étroit et raide, construit pour les esclaves domestiques chargés des chambres, et le plafond y était plus bas, environ 3 mètres au lieu de 4. Un homme de la taille et de l'envergure de Jacob pouvait, en théorie, se caler entre les murs de cet escalier, utilisant ses mains d'un côté et ses pieds de l'autre, et grimper sans jamais toucher les marches. Une fois en haut, il pouvait continuer à se déplacer le long du plafond du couloir de la même manière, mains et pieds appuyés contre des murs opposés, le corps suspendu au-dessus du sol. Cela semblait impossible. La force nécessaire aurait été surhumaine. Mais Jacob n'était pas un homme ordinaire. Sa taille, son silence, sa patience, tout chez lui suggérait des capacités hors du commun. Et s'il pouvait se déplacer ainsi au plafond, il pouvait se positionner directement au-dessus d'une porte fermée. Il pouvait y rester immobile pendant des heures, si nécessaire. Et lorsque la porte s'ouvrait enfin, quand la victime devait inévitablement utiliser le pot de chambre ou aller chercher de l'eau durant la nuit, Jacob pouvait tomber comme une araignée, écraser la gorge de l'homme avant qu'il n'ait le temps de crier, puis traîner le corps jusqu'au lit et mettre en scène la scène du crime. La porte verrouillée n'avait aucune importance. Jacob n'avait jamais eu besoin de l'ouvrir. Il se trouvait dans la chambre depuis le début, attendant au-dessus de l'encadrement, là où personne ne pensait à regarder. Et quand on croit que cette histoire ne peut pas devenir plus sombre, il faut considérer ceci. Si Jacob pouvait se déplacer sans être vu dans les parties les plus sécurisées de ses maisons de plantation, combien de fois avait-il observé ses familles dormir? Combien de nuits avait-il passé suspendu au-dessus de leur lit, décidant qui devait vivre et qui devait mourir? L'horreur dans le comté de Lowndes ne résidait pas seulement dans les morts elles-mêmes, mais dans la prise de conscience que Big Jacob aurait pu tuer n'importe qui, à n'importe quel moment, et qu'aucune porte verrouillée ni aucun garde armé n'aurait pu l'arrêter. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami amateur de mystères sombres. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre contenu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer d'histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble ce qui se passe ensuite, car la vérité derrière ces meurtres est encore plus troublante que vous ne l'imaginez. La théorie du shérif Braddock concernant la méthode d'intrusion et d'attaque de Jacob fut partagée avec un groupe restreint de forces de l'ordre et de propriétaires de plantations en mars 1848. La réaction fut un mélange de scepticisme et de terreur. Scepticisme, car les capacités physiques requises semblaient incroyables. Terreur, car si Braddock avait raison, alors chaque maison de plantation en Alabama était vulnérable. Des mesures furent prises. Les plafonds furent inspectés à la recherche de marques. Les couloirs furent surveillés la nuit.
Certains propriétaires allèrent jusqu'à installer des serrures supplémentaires sur leurs portes de chambre ou à boucher les interstices entre la porte et le cadre avec des chiffons pour empêcher quiconque de les observer depuis l'extérieur. Mais ces précautions étaient inefficaces, car elles reposaient sur une incompréhension fondamentale du schéma de Jacob. Les propriétaires supposaient qu'il frapperait peu de temps après avoir été acheté, comme il l'avait fait avec Cornelius Vaughn et Thaddeus Reinhardt. Il restait en alerte maximale durant les premières semaines, suivant l'acquisition de tout nouvel esclave. Puis, lorsque le temps passait sans incident, il se relâchait. Jacob avait appris la patience. Sa prochaine victime, un planteur nommé William Sturtevant, du comté de Wilcox, posséda Jacob pendant 4 mois entiers avant de mourir dans son lit, le 12 juin 1848. Sturtevant avait pris toutes les précautions recommandées par Braddock. Il faisait inspecter le plafond de son couloir chaque semaine. Il gardait 2 pistolets chargés à portée de main près de son lit. Il avait fait dormir son esclave domestique le plus digne de confiance, un vieil homme nommé Moses, sur une paillasse devant la porte de sa chambre. Rien de tout cela ne servit à rien. Le matin du 13 juin, Moses se réveilla pour trouver Sturtevant mort dans sa chambre verrouillée. Les capsules de coton étaient disposées autour de sa tête. Sa langue avait été sectionnée et placée dans sa main. Et lorsque les enquêteurs examinèrent le plafond, ils découvrirent des marques fraîches qui n'étaient pas présentes lors de l'inspection précédente. 3 jours plus tôt, Jacob était parvenu d'une manière ou d'une autre à accéder à la maison, à se positionner au-dessus de la chambre de Sturtevant et à attendre son moment. Lorsqu'il arriva, il frappa avec la même efficacité froide que lors de chacune de ses attaques précédentes. La mort de William Sturtevant marqua un tournant dans l'enquête. Jusqu'alors, il subsistait un espoir, aussi mince soit-il, que Jacob puisse être capturé ou tué. Mais il devint désormais évident que les méthodes conventionnelles ne fonctionneraient pas. Jacob n'était pas seulement physiquement redoutable, il était intelligent, patient et entièrement dévoué à sa mission. Le gouverneur Reuben Chapman, répondant aux appels de plus en plus paniqués de la communauté des planteurs, autorisa la formation d'une patrouille spéciale dédiée exclusivement à la traque et à l'élimination de Jacob. Cette patrouille était composée de 20 hommes armés, tous des chasseurs d'esclaves expérimentés, dirigés par un chasseur de primes professionnel nommé Marcus Pettigrew. La prime pour Jacob, mort ou vif, fut portée à $5 000, une somme énorme qui reflétait à la fois le danger qu'il représentait et le désespoir de la classe des planteurs de l'Alabama. Pettigrew était un homme mince et dur, âgé d'une 40aine d'années. Originaire du Tennessee, il gagnait sa vie depuis 20 ans en traquant les esclaves en fuite et en les ramenant à leurs propriétaires. Il affirmait avoir personnellement capturé plus de 300 fugitifs et n'avoir jamais échoué une fois un contrat accepté. Il était également connu pour sa cruauté. Les esclaves qu'il capturait portèrent souvent les cicatrices de ses méthodes. Mais au printemps 1848, les propriétaires de plantations de l'Alabama se souciaient peu de ses méthodes. Ils ne voulaient que des résultats. Pettigrew commença sa chasse en étudiant chaque détail connu des déplacements de Jacob. Il obtint des copies de tous les actes de vente, retraça l'itinéraire de Jacob à travers l'Alabama, la Géorgie et la Caroline du Sud, et interrogea des dizaines de personnes ayant croisé l'esclave géant et muet. Ce qui émergea fut le portrait d'un homme n'agissant ni au hasard, ni sous l'impulsion, mais suivant un schéma délibéré. Chaque homme que Jacob avait tué partageait certaines caractéristiques. Tous étaient de riches propriétaires de plantations possédant un grand nombre d'esclaves. Tous étaient connus dans leur communauté comme des maîtres durs, utilisant fréquemment le fouet et séparant les familles esclaves sans hésitation. Et dans plusieurs cas, ils entretenaient des liens personnels entre eux, partenariats commerciaux, relations familiales, investissements communs dans le commerce des esclaves. Un nom revenait sans cesse en arrière-plan de ces connexions, Samuel Colton, le contremaître retrouvé mort en Caroline du Sud 40 ans plus tôt. Il s'avéra que Colton n'avait pas été qu'un simple contremaître. Il était aussi marchand d'esclaves à titre privé, achetant et revendant des êtres humains pour son profit personnel. Plusieurs des hommes tués par Jacob avaient fait affaire avec Colton dans les années 1820 et 1830, achetant des esclaves qu'il avait acquis par des moyens douteux, même selon les standards du commerce esclavagiste. Le récit de Bethany, celui du garçon muet dont la mère était morte dans des circonstances suspectes, prenait désormais une signification nouvelle.
Si Colton avait été impliqué dans la mort de la mère de Jacob, et si certaines des victimes de Jacob avaient été des associés commerciaux de Colton, alors Jacob ne tuait pas au hasard. Il suivait une liste. Il exécutait un plan qu'il mettait en œuvre depuis 40 ans. Pettigrew comprit que, pour attraper Jacob, il devait penser comme lui. Il devait déterminer qui serait le prochain sur la liste. Il se procura donc les archives des maisons de commerce d'esclaves ayant travaillé avec Samuel Colton dans les années 1820 et 1830, les croisa avec les propriétaires de plantations actuelles de l'Alabama et établit une liste de 11 noms. 8 de ces 11 hommes étaient déjà morts. Les 3 restants étaient Nathaniel Harwick, du comté de Butler, Isaiah Drummond, du comté de Choctaw, et Preston Dehaene, du comté de Marengo. Tous 3 furent immédiatement avertis et placés sous protection. Pettigrew divisa sa patrouille en 3 groupes, chacun chargé de surveiller l'un des potentielles futures victimes. Pendant 6 semaines, rien ne se produisit. Les propriétaires commencèrent à espérer que Jacob avait quitté l'Alabama ou était mort dans la nature sauvage. Les hommes de la patrouille devinrent désœuvrés et négligents, passant leurs soirées à boire et leurs journées à récupérer de leurs excès. Puis, le 2 août 1848, Nathaniel Harwick fut retrouvé mort dans son lit. Gorge écrasée, porte verrouillée, capsules de coton disposées autour de sa tête. Sa langue avait été sectionnée et placée dans ses 2 mains, repliée comme dans une posture de prière. La patrouille chargée de protéger Harwick était restée postée devant la maison toute la nuit. Ils jurèrent que personne n'était entré ni sorti du bâtiment. Ils avaient vérifié chaque porte et chaque fenêtre à intervalles réguliers. Ils avaient même examiné 2 fois le plafond du couloir menant à la chambre de Harwick au cours de la nuit. Et pourtant, Jacob l'avait tué malgré tout. La prise de conscience frappa Pettigrew comme un coup physique. Jacob se trouvait dans la maison avant même l'arrivée de la patrouille. Il était caché quelque part dans la structure, peut-être dans le grenier ou dans une pièce de stockage rarement utilisée. Et il attendait, peut-être depuis des jours. Il avait la patience de rester immobile et invisible aussi longtemps que nécessaire, et il connaissait ces maisons de plantation mieux que les familles blanches qui y vivaient. Comment pouvait-il les connaître si bien? La réponse vint d'une source inattendue. Un registre de plantation retrouvé dans le bureau de Harwick. Le registre listait tous les esclaves par nom, âge et fonction. Et là, dans une section intitulée « Acquisition récente », figurait une entrée datée du 20 juin 1848. Jacob, homme, environ 30 ans, muet, ouvrier des champs, acheté lors de la vente de la succession W. Sturdivant, $400. Jacob vivait sur la plantation Harwick depuis 6 semaines. Il travaillait dans les champs le jour, dormait dans les quartiers des esclaves la nuit et attendait son moment. Lorsque la patrouille arriva et commença sa surveillance, Jacob s'était simplement dissimulé quelque part dans la maison principale et avait attendu que la vigilance faiblisse. Pettigrew comprit alors qu'il avait fondamentalement mal interprété la situation. Jacob n'était pas un esclave fugitif fuyant de plantation en plantation. Il se laissait vendre, avançant à l'intérieur même du système qu'il avait réduit en esclavage, utilisant ce système contre lui-même. Il était invisible parce qu'il se trouvait exactement là où on s'attendait à le voir, travaillant dans les champs, vivant dans les quartiers, accomplissant le travail exigé de lui. Et lorsqu'il était temps de tuer, il utilisait simplement l'accès que son statut d'esclave lui offrait. C'était brillant dans sa simplicité et terrifiant dans ses implications. La mort de Nathaniel Harwick provoqua une onde de choc dans la classe des planteurs de l'Alabama, dépassant même la panique causée par les meurtres précédents. La prise de conscience que ni les gardes armés ni les portes verrouillées n'offrèrent de protection, que Jacob pouvait vivre et travailler sur leur propre plantation sans qu'il le sache. Cette idée engendra une paranoïa proche de l'hystérie. Les propriétaires de plantations à travers l'État commencèrent à examiner leur population servile avec une suspicion nouvelle. Tout esclave inhabituellement grand, trop silencieux ou trop observateur, tout esclave récemment acheté ou acquis par échange, devenait un objet de méfiance intense. Plusieurs esclaves correspondant vaguement à la description de Jacob furent arrêtés et interrogés, mais aucun ne se révéla être l'homme recherché par Pettigrew. Isaiah Drummond, du comté de Choctaw, prit les mesures les plus extrêmes. Il fit examiner chaque esclave de sa plantation par un médecin, à la recherche du moindre signe des yeux gris pâles décrits par les témoins. Il congédia ses 3 contremaîtres et engagea de nouveaux hommes venus d'autres États, convaincu que Jacob avait pu corrompre son ancien personnel.
Il quitta entièrement sa maison de plantation pour s'installer dans un hôtel de la ville de Butler, à une trentaine de kilomètres, ne visitant sa propriété que de jour, toujours escorté d'hommes armés. Preston Dehaene, du comté de Marengo, adopta une approche différente. Il annonça qu'il vendait l'intégralité de sa population d'esclaves et quittait définitivement l'Alabama. Il liquiderait ses biens, déclara-t-il, et partirait au Texas pour recommencer ailleurs, loin de la menace de Jacob. La vente de la propriété fut programmée pour le 15 septembre 1848. Des annonces furent publiées dans les journaux de tout le Sud, annonçant la vente de 147 esclaves, ainsi que des terres, du matériel et du bétail. Les acheteurs commencèrent à arriver une semaine avant la date prévue, inspectant les esclaves et formulant des offres préliminaires. Parmi les esclaves mis en vente se trouvait un ouvrier des champs nommé Jacob. Dehaene avait acheté cet homme 8 mois plus tôt lors de la liquidation d'une succession dans le comté de Wilcox, celle de William Sturtevant, mort en juin. Il n'avait pas fait le lien à l'époque. Mais après la mort de Harwick, en consultant ses registres, il trouva l'entrée correspondante et envoya immédiatement un message à Pettigrew. Pettigrew arriva à la plantation Dehaene le 10 septembre avec l'ensemble de sa patrouille de 20 hommes. Ils trouvèrent Jacob en train de travailler dans les champs de coton, avançant le long des rangs avec une efficacité mécanique, son immense silhouette penchée sur les plans. Lorsque la patrouille s'approcha, Jacob se redressa et les fixa de ses yeux gris pâles caractéristiques, le visage totalement impassible. Pettigrew avait apporté des chaînes, de lourds fers en fer massif, suffisants pour maîtriser n'importe quel homme ordinaire. Mais lorsque ces hommes tentèrent de passer les chaînes à Jacob, quelque chose d'inattendu se produisit. Jacob ne résista pas. Il ne se débattit pas. Il resta simplement immobile et laissa les hommes s'approcher. Mais lorsque le premier homme tendit la main pour saisir le poignet de Jacob, celui-ci fit quelque chose qui força chaque membre de la patrouille à reculer instinctivement d'un pas. Il sourit. Ce n'était pas une expression naturelle. Ses lèvres se retroussèrent sur ses dents d'une manière qui semblait presque étrangère à son visage, comme s'il avait appris la mécanique du sourire par l'observation, sans jamais en ressentir réellement l'émotion. Et dans ce sourire, Pettigrew vit quelque chose de plus glaçant que toutes les scènes de crime qu'il avait examinées. Jacob voulait être capturé. Cela faisait partie de son plan. Pettigrew, à son honneur, ne perdit pas son sang-froid. Il ordonna à ses hommes d'enchaîner Jacob aux mains et aux pieds, puis de l'attacher à un poteau au centre de la cour des écuries de Dehaene, où il pourrait être observé de tous côtés. Des gardes furent postés par roulement, avec l'ordre strict qu'au moins 4 hommes aient Jacob en vue à tout moment. En aucun cas, quelqu'un ne devait l'approcher seul. Pendant 3 jours, Jacob resta enchaîné à ce poteau. Il ne mangea pas la nourriture déposée près de lui. Il ne but pas l'eau. Il ne dormit pas. Ou, s'il dormit, ce fut les yeux ouverts, car les gardes rapportèrent que son regard ne vacillait jamais, ne se fermait jamais. Il se contentait de rester là, ce léger sourire figé sur son visage, observant. La 3e nuit, il se produisit quelque chose qui allait nourrir débats et spéculations pendant des années. L'un des gardes, un homme nommé Luke Ferris, affirma avoir vu les chaînes de Jacob commencer à luire dans l'obscurité, pas vivement, mais d'une faible lueur rougeâtre, comme si le métal chauffait de l'intérieur. Ferris alerta les autres gardes, et les 4 hommes de service cette nuit-là jurèrent plus tard avoir observé le même phénomène. Lorsque Pettigrew fut réveillé en urgence et arriva dans la cour des écuries, la lueur avait disparu. Mais en examinant les chaînes, il constata que le fer était tiède au toucher et que les maillons les plus proches des poignets de Jacob présentaient des signes de tension. De fines fissures parcoururent le métal. Pettigrew fit immédiatement remplacer les chaînes par de nouveaux fers forgés spécialement pour Jacob, avec des maillons 2 fois plus épais que la normale, et il doubla la garde, plaçant 8 hommes autour du poteau au lieu de 4. Le lendemain matin, le 14 septembre, la veille de la vente de la propriété, Pettigrew prit sa décision. Jacob ne serait pas jugé. Il n'y aurait pas de spectacle public. Aucune occasion pour la population asservie de voir l'un des leurs défier le système et survivre. Jacob serait pendu à l'aube, là même dans l'écurie de Preston Dehaene, et son corps serait enterré dans une tombe anonyme. La nouvelle se répandit rapidement parmi les esclaves de la plantation Dehaene. À la tombée du soir, une tension étrange s'était installée sur la propriété. Les esclaves des quartiers étaient inhabituellement silencieux, se regroupant en petits cercles et parlant à voix basse.
Plusieurs contremaîtres rapportèrent un sentiment de malaise sans pouvoir l'expliquer. Preston Dehaene lui-même, malgré sa décision antérieure de quitter l'Alabama, déclara vouloir assister à l'exécution de Jacob. Il resterait une nuit de plus, annonça-t-il, pour voir cette menace disparaître une fois pour toutes. Ensuite, il terminerait ses préparatifs de départ. Cette nuit-là, Dehaene se retira dans sa chambre du 2e étage de la maison de plantation. Pettigrew proposa de poster des gardes à l'intérieur, mais Dehaene refusa. Jacob était enchaîné et sous surveillance constante dans la cour des écuries, à plus de 100 mètres de la maison principale. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse représenter une menace. Dehaene verrouilla la porte de sa chambre, chargea son pistolet et le posa sur sa table de nuit. Puis il se glissa dans son lit et, pour la première fois depuis des semaines, dormit profondément. Il se réveilla au cœur de la nuit, avec la sensation d'une pression écrasante sur sa poitrine. Dans l'obscurité, il ne comprit pas immédiatement ce qui provoquait cette sensation. Il tendit la main vers son pistolet, mais ne rencontra que le vide. La table de nuit était, d'une manière ou d'une autre, hors de portée. Puis ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, et il vit ce qui le clouait au lit. Le visage de Jacob était suspendu directement au-dessus du sien, si proche que Dehaene pouvait sentir la chaleur de son souffle. Ses yeux gris pâles reflétaient la faible lumière de la lune filtrant par la fenêtre, leur donnant un éclat presque lumineux. Et les mains de Jacob, ses mains massives, impossiblement fortes, étaient refermées autour de la gorge de Dehaene. Dehaene tenta de crier, mais aucun son ne sortit. Il essaya de se débattre, mais le poids de Jacob était immuable. Il tenta de comprendre comment cela était possible, comment Jacob pouvait être là alors qu'il était censé être enchaîné dans l'écurie, mais son cerveau privé d'oxygène ne parvint pas à traiter l'impossibilité de la situation. La dernière chose que Preston Dehaene vit fut le sourire de Jacob, ce même rictus mécanique et contre nature, s'élargissant légèrement à mesure que la pression sur sa gorge dépassait le seuil de l'endurance. Dans la cour des écuries, les gardes maintenaient leur surveillance autour du poteau, où Jacob était enchaîné. Le géant muet se tenait exactement comme il l'avait fait pendant les 4 jours précédents, les yeux ouverts, la posture inchangée. Les gardes ne remarquèrent rien d'inhabituel et leurs rapports confirmèrent à plus tard que Jacob était resté sous observation constante toute la nuit. À l'aube, lorsque Pettigrew arriva pour superviser l'exécution, il trouva les gardes toujours à leur poste, toujours en train de surveiller Jacob. Mais lorsqu'il se rendit à la maison de plantation pour informer Dehaene que la pendaison allait commencer, il découvrit la maison en plein chaos. Preston Dehaene était mort dans sa chambre verrouillée. Sa gorge avait été écrasée. 7 capsules de coton étaient disposées autour de sa tête, et sa langue avait été sectionnée et placée dans ses 2 mains, repliées comme en prière. La découverte du corps de Preston Dehaene, alors que Jacob était resté sous surveillance constante, provoqua une crise dépassant largement le cadre du simple maintien de l'ordre. Si Jacob n'avait pas tué Dehaene, et les gardes étaient non formels, il ne l'avait pas pu, alors qui l'avait fait? Et si Jacob n'était pas responsable de ce meurtre, cela signifiait-il qu'il n'était pas responsable des autres? Marcus Pettigrew, debout dans la chambre de Dehaene et contemplant la scène de mort désormais familière, comprit à cet instant que tout ce qu'il croyait savoir de cette affaire était faux. Jacob n'avait pas tué Preston Dehaene. Jacob n'avait tué aucun d'entre eux, du moins pas directement. Mais Jacob était absolument central à ce qui se produisait, et la vérité était plus dérangeante que toute explication que Pettigrew avait envisagée jusque-là. Il retourna à l'écurie où Jacob se tenait toujours enchaîné au poteau et fit quelque chose qu'aucun de ses hommes n'avait fait depuis la capture de Jacob 4 jours plus tôt. Il s'approcha du géant et lui parla directement. « Tu ne l'as pas fait, » dit Pettigrew à voix basse. « Tu ne pouvais pas l'avoir fait, mais tu sais qui l'a fait. Tu sais comment tout cela est possible. » L'expression de Jacob ne changea pas. Il continua simplement à fixer Pettigrew de ses yeux gris pâles, le léger sourire toujours présent au coin de sa bouche. Pettigrew tenta une autre approche. « Tu ne travailles pas seul. Il y en a d'autres. »« Combien ?» Pendant un long moment, Jacob ne répondit pas. Puis, lentement et délibérément, il leva ses mains entravées et montra 9 doigts. 9. Le nombre de propriétaires de plantations morts, mais aussi, Pettigrew le comprit avec une horreur croissante, peut-être le nombre de personnes travaillant avec Jacob. Ils étaient tous à la vente de Dehaene, dit Pettigrew, les pièces s'assemblant enfin. Les acheteurs venus examiner les esclaves. C'étaient les tiens.
Et l'un d'eux a tué D1 pendant que tu t'assurais que tous les regards étaient braqués sur toi. Jacob baissa les mains, mais son sourire s'élargit d'une fraction imperceptible. Pettigru se tourna vers ses hommes. Rassemblez tous ceux qui ont assisté à la visite de la vente de la propriété cette semaine. Chaque acheteur, chaque agent, chaque personne ayant mis le pied sur cette plantation. Amenez-les tous ici. Maintenant. Cela prit presque toute la journée. Mais en fin d'après-midi, Pettigru avait réuni 47 personnes dans la cour des écuries de Preston Dane, propriétaires de plantations, négociants en esclaves et agents venus examiner la propriété avant la vente. Ils allèrent de riches planteurs à des intermédiaires plus modestes, et tous étaient furieux d'être retenus et interrogés comme de vulgaires criminels. Pettigru fit fouiller chaque personne à la recherche de quoi que ce soit d'inhabituel. Ils ne trouvèrent rien, aucune arme, aucune preuve, aucun signe que ces hommes blancs respectables aient été impliqués dans un meurtre. Mais Pettigru ne cherchait pas des hommes blancs. Il cherchait quelqu'un qui se déplaçait dans la société des plantations d'Alabama sans jamais attirer l'attention. Quelqu'un qui pouvait entrer et sortir des maisons sans être interrogé. Quelqu'un qui connaissait intimement ses demeures et leur agencement. « Combien d'entre vous ont amené leurs propres domestiques » demanda-t-il aux acheteurs rassemblés. « Combien sont venus avec des esclaves personnels » 13 mains se levèrent. 13 acheteurs avaient amené des esclaves pour les accompagner. Des hommes chargés de les assister pendant le voyage, de répondre à leurs besoins pendant qu'ils inspectaient la propriété de D1 et d'attendre patiemment pendant que leurs maîtres faisaient leurs affaires. « Je veux voir chacun de ces esclaves, » dit Pettigru. « Alignez-les, tous les 13. » Les esclaves furent amenés devant lui, un mélange d'âge et d'apparence. Pettigru descendit lentement la ligne, examinant chaque visage. Il cherchait quelque chose de précis, même s'il ne savait pas encore exactement quoi. Puis, il le trouva. Le 10e homme dans la file était plus petit que Jacob, peut-être 1,78 m, et sa peau était de plusieurs tons plus clairs. Mais lorsque Pettigru croisa son regard, il vit la même couleur gris pâle qui rendait Jacob si reconnaissable. Et lorsqu'il observa les mains de l'homme, il remarqua qu'elles étaient anormalement grandes pour quelqu'un de cette taille, avec la même largeur massive de la paume que Jacob. « Quel est ton nom » demanda Pettigru. L'homme regarda son propriétaire, un planteur nommé Ezekiel Finch, du comté de Montgomery, avant de répondre. « Samuel, monsieur, » dit-il doucement. Sa voix était basse, respectueuse, exactement ce que les Blancs attendaient d'une personne réduite en esclavage. « Samuel, quoi ?» insista Pettigru. « Juste Samuel, monsieur. Je n'ai pas d'autre nom. » Pettigru étudia son visage un long moment, puis déclara « Enlève ta chemise ». La demande mit clairement Samuel mal à l'aise, mais il ne pouvait refuser. Il ôta sa chemise, révélant un torse puissamment musclé malgré sa taille relativement modeste. Et là, sur son épaule gauche, se trouvait une marque, un fer brûlant, appliqué des décennies plus tôt. La marque était un SC stylisé, les initiales de Samuel Colton, le contremaître mort en Caroline du Sud 40 ans auparavant. Le même homme qui constituait le lien commun entre tant de victimes de Jacob. « Tu faisais partie des esclaves de Colton, » dit Pettigru. « Et tu as survécu. Combien d'autres ont survécu ?» Samuel ne répondit pas, mais ses yeux se tournèrent involontairement vers Jacob, toujours enchaîné au poteau au centre de la cour. Pettigru sentit toute l'horreur de la vérité s'abattre sur lui. Jacob n'avait pas agi seul. Il avait coordonné un réseau d'esclaves à travers plusieurs États, tous liés par leur passé commun avec Samuel Colton et les hommes ayant fait affaire avec lui. Il s'était transmis des informations, avait organisé des ventes, s'était positionné dans des plantations où vivaient désormais les anciens associés de Colton. Et pendant que Jacob attirait l'attention par sa taille et son mutisme, les autres, des hommes comme Samuel, qui semblaient ordinaires, qui pouvaient parler et donc circuler plus librement, accomplissaient les meurtres. « Vérifiez les autres », ordonna Pettigru. « Cherchez la même marque, cherchez les yeux gris, cherchez tout lien avec Colton. » À la tombée de la nuit, ils identifièrent 6 autres personnes parmi les 13 domestiques personnels qui portaient la marque de Colton, ou présentaient d'autres signes de connexion avec l'ancien négrier. 6 personnes qui avaient circulé dans la société des plantations d'Alabama, invisibles dans leurs conditions serviles, attendant leurs occasions. Mais cela ne faisait que 7. Jacob avait levé 9 doigts. Les 2 autres, compris Pettigru avec un profond malaise, étaient encore en liberté, et l'un d'eux avait tué Preston Dane. Les interrogatoires commencèrent immédiatement. Pettigru fit séparer les 7 suspects
et les interroger individuellement, mais aucun ne parla. Ils se contentèrent de fixer leurs interrogateurs avec défi ou indifférence, refusant de confirmer ou de nier quoi que ce soit. Jacob, toujours enchaîné à son poteau, observait la scène avec ce même léger sourire. Il avait accompli ce qu'il voulait. Il avait révélé l'existence du réseau. Il avait forcé la population blanche d'Alabama à affronter une vérité terrifiante. Les personnes réduites en esclavage pouvaient s'organiser, coordonner, planifier et exécuter une campagne d'assassinat ciblée juste sous le nez de leur maître. Et la terreur provoquée par cette révélation fut, à bien des égards, plus destructrice que les meurtres eux-mêmes. Cette nuit-là, un débat houleux eut lieu entre Pettigrew, le shérif Braddock, et les représentants du bureau du gouverneur arrivés en urgence. Que faire de Jacob et de son réseau? La réponse évidente était l'exécution, des pendaisons publiques, comme avertissement à toute autre personne asservie tentée par la rébellion. Mais plusieurs voix s'y opposèrent. Une exécution publique nécessiterait une explication publique, et toute explication révélerait l'ampleur et la sophistication du réseau de Jacob. Elle révélerait que des personnes réduites en esclavage avaient réussi à tuer 9 hommes blancs influents sur 18 mois sans être détectés. Elle montrerait que le système esclavagiste, présenté comme stable et maîtrisé, avait été infiltré et retourné contre lui-même. L'impact psychologique sur la population blanche d'Alabama, et par extension sur tout le Sud, pourrait être dévastateur. Cela pourrait inspirer d'autres réseaux similaires et miner le récit fondamental selon lequel l'esclavage était un système contrôlé et sécurisé. Après des heures de discussion, une décision fut prise. Jacob et les 7 membres identifiés de son réseau seraient exécutés discrètement, sans annonce publique. La version officielle serait qu'ils étaient déjà morts de maladie. Choléra, peut-être, ou typhoïde. Leurs corps seraient enterrés dans des tombes anonymes. Les 2 membres restants du réseau seraient traqués et éliminés de la même manière silencieuse. Quant aux meurtres eux-mêmes, ils seraient attribués à des causes naturelles ou, lorsque cela était impossible, à des agresseurs inconnus ayant fui l'État. Le lien entre les victimes ne serait jamais reconnu publiquement. Le nom de Jacob serait effacé des registres officiels aussi complètement que possible. C'était une dissimulation d'une ampleur extraordinaire, motivée non par la justice, mais par la peur. La peur de ce que la vérité pourrait inspirer chez 4 millions de personnes réduites en esclavage à travers le Sud. Les exécutions eurent lieu le 16 septembre 1848 dans une clairière à 8 kilomètres de la plantation d'Éun. Jacob et les 7 autres furent pendus successivement. Leurs corps restèrent suspendus aux mêmes chaînes jusqu'au soir, puis furent descendus et enterrés dans une fosse commune. Selon le rapport officiel, Jacob garda le silence jusqu'à la fin. Il ne se débattit pas lorsque le nœud coulant fut passé autour de son cou. Il ne tenta pas de parler, de se justifier ou de s'expliquer. Il se contenta de se tenir sur l'estrade, ses yeux gris pâles parcourant les visages des hommes venus assister à sa mort. Et il sourit, ce même sourire mécanique et troublant. Puis la trappe s'ouvrit, et Big Jacob le silencieux ne fut plus. La chasse aux 2 derniers membres du réseau se poursuivit durant l'automne et l'hiver 1848. Marcus Pettigrew consacra des mois à la recherche, parcourant l'Alabama, le Mississippi et la Géorgie, suivant des rumeurs et enquêtant sur tout esclave présentant des caractéristiques similaires. Taille inhabituelle, yeux gris, mains trop grandes pour leur corps. Il en trouva un en janvier 1849, travaillant dans une plantation du comté de Clark. L'homme fut pendu discrètement, sa mort attribuée à un accident agricole. Mais le 9e membre du réseau ne fut jamais retrouvé. Pettigrew poursuivit ses recherches pendant 3 années supplémentaires avant d'abandonner en 1852. Les archives officielles des comtés de Lowndes, Dallas, Wilcox et des autres juridictions concernées furent discrètement modifiées. Les certificats de décès mentionnant des causes inconnues ou suspectes furent révisés pour indiquer apoplexie ou cause naturelle. Les registres de succession mentionnant un esclave nommé Jacob furent altérés pour supprimer son nom ou le remplacer par des désignations génériques. Certaines archives de journaux furent même physiquement modifiées, des pages retirées et remplacées par des versions réimprimées, omettant certains détails. La conspiration du silence fut remarquablement efficace. En moins d'une décennie, l'histoire de Big Jacob avait disparu de la mémoire publique. Ceux qui s'en souvenaient hésitaient à en parler, en partie parce qu'on leur avait ordonné de se taire, et en partie parce que la vérité était trop dérangeante pour être affrontée.
Mais l'histoire survécut au sein de la communauté asservie. Elle se transmit de génération en génération, transformée et embellie comme le sont souvent les récits oraux, tout en conservant certains éléments fondamentaux. Un homme gigantesque qui ne pouvait pas parler. Un réseau de personnes organisées pour frapper leurs oppresseurs. Une campagne de justice que les autorités blanches ne purent ni empêcher, ni comprendre entièrement. Certaines versions affirmaient que Jacob possédait des pouvoirs surnaturels, qu'il pouvait traverser les murs ou devenir invisible. D'autres disaient qu'il n'avait jamais été capturé, que son exécution avait été mise en scène et qu'il avait fui vers le nord. D'autres encore soutenaient qu'il n'était qu'un parmi tant d'autres, et que le réseau avait continué à opérer bien après sa mort, éliminant silencieusement les pires propriétaires et contremaîtres esclavagistes. La vérité, autant qu'on puisse la reconstituer à partir de documents fragmentaires et de témoignages indirects, est à la fois plus simple et plus remarquable que toutes les légendes. Jacob, ou Jacob comme on l'appelait dans son enfance, serait né en esclavage vers 1819, en Caroline du Sud. Sa mère était une femme d'une taille exceptionnelle, amenée d'Afrique de l'Ouest au sein de la dernière génération de personnes enlevées et déportées, avant l'interdiction officielle de la traite transatlantique en 1808. Son père était Samuel Colton, le contremaître blanc qui avait abusé de sa position pour brutaliser les femmes esclaves sous son autorité. Le mutisme de Jacob était probablement congénital, peut-être dû à une anomalie du développement. Mais paradoxalement, son incapacité à parler devint son plus grand atout. Les Blancs parlaient librement devant lui, persuadés qu'un esclave muet était aussi moins intelligent, moins apte à comprendre, moins humain. Cette supposition permit au jeune Jacob d'apprendre des choses que la plupart des enfants réduits en esclavage n'auraient jamais su: les noms des négriers, les rouages de la traite intérieure, les liens entre les propriétaires de plantations et les marchands qui leur fournissaient ce qu'ils appelaient du bétail humain. Lorsque sa mère mourut, presque certainement assassinée par Samuel Colton, bien que cela n'ait jamais pu être prouvé, Jacob tua le contremaître en utilisant une méthode qu'il perfectionnerait au fil des décennies. Il se cacha dans l'espace du plafond au-dessus de la chambre de Colton, attendit qu'il s'endorme, puis se laissa tomber et lui écrasa la trachée avant qu'il ne puisse émettre un son. Le garçon de 10 ans fut vendu immédiatement après. Il passa les 30 années suivantes à circuler à l'intérieur du système esclavagiste, à en apprendre les mécanismes, à identifier les hommes les plus impliqués dans ses aspects les plus violents. Il identifia également d'autres personnes comme lui, des individus ayant souffert aux mains de Samuel Colton et de ses associés, prêts à tout risquer pour obtenir vengeance. Le réseau que Jacob construisit se distingua par sa patience et sa sophistication. Ses membres n'agissaient pas sous l'impulsion. Ils ne s'en prenaient pas à des blancs au hasard, ni par rage aveugle. Ils identifiaient des individus précis, ayant commis des atrocités spécifiques, puis les éliminaient avec une planification et une coordination minutieuses. La décision d'utiliser Jacob comme élément visible du réseau, en le laissant être vendu de plantation en plantation, attirant l'attention sur lui pendant que d'autres accomplissèrent les meurtres, était une stratégie née de la nécessité. La taille et l'apparence distinctive de Jacob le rendaient mémorable, et son mutisme signifiait qu'il ne pourrait jamais être contraint de révéler des informations lors d'un interrogatoire. En se présentant comme le meurtrier apparent, il détournait l'attention des autres et leur permettait d'agir avec une plus grande liberté. Les capsules de coton et les langues sectionnées n'étaient pas des symboles aléatoires. C'étaient des messages, même si leur signification exacte s'est perdue avec le temps. Certains historiens pensent que le coton représentait la culture qui soutenait le système esclavagiste, tandis que les langues arrachées symbolisaient les voix volées de millions de personnes réduites au silence. D'autres estiment que ces symboles avaient une signification personnelle liée à la mère de Jacob, ou à des épisodes précis de la carrière de négrier de Samuel Colton. Ce qui est certain, c'est que la campagne de Jacob atteignit son objectif immédiat. 9 hommes ayant profité des activités de traite de Samuel Colton moururent directement à cause de son réseau. Plusieurs autres, comme Isaiah Drummond, quittèrent l'Alabama par peur, vendant leurs esclaves et abandonnant leurs plantations. L'impact économique sur le système des plantations d'Alabama, sans être catastrophique, fut suffisamment notable pour apparaître dans les archives financières de l'époque. Mais l'impact à long terme fut plus subtil, et peut-être plus important. L'histoire de Big Jacob, même étouffée,
devint une part du récit clandestin de la résistance des personnes asservies. Elle démontra que le système pouvait être infiltré, que la planification et la coordination pouvaient vaincre même les défenses les plus solides, et que la justice, aussi brutale et sanglante soit-elle, restait possible pour ceux à qui l'on avait retiré tout droit légal. Dans les années précédant la guerre de sécession, d'autres incidents survinrent en Alabama et dans les États voisins, présentant des similitudes frappantes avec les méthodes de Jacob. Propriétaires retrouvés morts dans leur lit, gorge écrasée, portes verrouillées, aucune trace de lutte. Ces affaires ne furent jamais officiellement liées au réseau de Jacob. Il est impossible de savoir si elles furent l'œuvre des survivants du réseau ou de simples imitateurs inspirés par la légende de Big Jacob. Ce que l'on sait, c'est que Marcus Pettigrew, le chasseur de primes qui avait orchestré la capture et l'exécution de Jacob, ne travailla plus jamais comme chasseur d'esclaves après 1849. Il retourna au Tennessee, devint agriculteur et vécut discrètement jusqu'à sa mort en 1867. Selon des membres de sa famille, il se réveillait parfois la nuit, affirmant sentir des yeux l'observer depuis le plafond, au-dessus de son lit. Le shérif Thomas Braddock servit dans le comté de Lowndes jusqu'en 1861, date à laquelle il démissionna et s'enfuit au Texas pour éviter la conscription confédérée. Il y mourut en 1863, officiellement d'une pneumonie, bien que certains récits affirment qu'il fut retrouvé mort dans son lit avec des blessures jamais pleinement expliquées. Les maisons de plantation où eurent lieu les meurtres existent encore, à divers degrés de préservation. Sweet Gum Plantation, où Cornelius Vaughn mourut, est aujourd'hui une maison d'hôtes qui ne mentionne pas son passé dans ses documents promotionnels. Fair Hope Plantation brûla en 1852 dans des circonstances mystérieuses et ne fut jamais reconstruite. Elmwood Plantation, où mourut Josiah Grantham, est entretenue comme site historique, mais les guides évitent soigneusement d'évoquer les événements de 1848. Nulle part dans ces lieux ne figure une reconnaissance officielle de Big Jacob ou de son réseau. Les plaques historiques, les musées, les récits soigneusement construits du Vieux Sud omettent tous ce chapitre. Comme si la conspiration du silence entamée en septembre 1848 s'était prolongée jusqu'à aujourd'hui. Mais l'histoire a survécu dans la tradition orale, dans les récits familiaux, dans les fragments ayant échappé à l'effacement. Et parfois, des chercheurs explorant de vieux registres de tribunaux ou des archives successorales découvrent des anomalies, des noms rayés et remplacés, des certificats de décès modifiés, des références à des événements sans explication ailleurs. Ces fragments sont tout ce qu'il reste d'une histoire que l'establishment blanc de l'Alabama voulait désespérément oublier. L'histoire d'un homme qui ne pouvait pas parler, mais qui trouva un moyen de faire entendre sa voix, qui fut traité comme une propriété, mais refusa d'être possédé, qui fut considéré comme moins qu'humain, mais se révéla plus réfléchi, plus stratégique et plus dangereux que tous ceux qui prétendaient être ses maîtres. Ce mystère nous rappelle que l'histoire que nous croyons connaître est souvent incomplète, que les archives officielles ne racontent qu'une partie du récit, et que les actes de résistance les plus significatifs sont parfois ceux que l'on a le plus soigneusement tenté d'effacer. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que toute la vérité a été révélée? Le réseau de Jacob cachait-il encore plus de secrets que ceux découverts? Laissez votre commentaire. Et si cette histoire vous a plu, abonnez-vous, activez les notifications et partagez-la avec quelqu'un qui aime les mystères sombres. À très bientôt pour une prochaine histoire.